recours extérieur pour le requérant insatisfait. Compte tenu donc de la délicatesse de sa mission, le Conseil d'État doit se mettre à un niveau appréciable d'appropriation de la législation et de notre jurisprudence, d'où l'élaboration de ce référentiel sur les recours en annulation pour excès de pouvoir. Si le référé permet de suspendre l'exécution d'une décision administrative, le recours en annulation pour excès de pouvoir, lui, l'anéantit et oblige l'administration à y renoncer ou à la reformuler. C'est assurément l'instrument par excellence de la soumission de l'administration au droit, à condition bien entendu que les décisions rendues soient effectivement et entièrement exécutées. Mesdames et messieurs, ce référentiel de 87 pages portant sur le recours en annulation pour excès de pouvoir décrit toutes les étapes de la procédure, allant de la recevabilité de la requête à l'exécution de la décision aux besoins sous astreinte. Il est structuré en 3 parties: les conditions de recevabilité, ensuite les moyens invocables et enfin le déroulement de la procédure. Fait notable, nous avons, pour les besoins d'illustration, utilisé 65 arrêts de notre propre jurisprudence contre une quarantaine d'arrêts du Conseil d'État français. Le deuxième ouvrage, selon son auteur, regroupe les textes législatifs et réglementaires ayant marqué l'évolution de la justice administrative de la période coloniale à nos jours et retrace les prouesses du Conseil d'État de 2014 à 2021. L'analyse des activités du Conseil d'État fait ressortir que de 2014 à 2021, le Conseil d'État a reçu 1017 requêtes et a rendu 874 décisions. Les principaux objets de contentieux portent entre 2019 et 2021 sur, en premier lieu, la chefferie traditionnelle avec 150 requêtes, la fonction publique, 72 requêtes, les élections, 68 requêtes, l'urbanisme et le domaine public, 24 requêtes, les marchés publics, 22 requêtes, les associations professionnelles, 11 requêtes. En ce qui concerne les attributions consultatives, le Conseil d'État a reçu 63 demandes d'avis et en a donné 42 dans la période de 2015 à 2021. Actuellement, le Conseil d'État nourrit de grandes ambitions dans le sens du renforcement de la justice administrative par le développement de partenariats, l'élaboration d'outils pédagogiques et les rencontres d'échange avec les principaux acteurs du secteur. Plusieurs orateurs se sont ensuite succédés, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, le directeur général de l'Agence judiciaire de l'État et le représentant de l'Association des chefs traditionnels du Niger. Ces derniers ont tous apprécié les efforts du Conseil d'État pour rapprocher la justice du justiciable. Effort tout autant apprécié par le ministre de la Justice qui a auparavant rappelé les missions du Conseil d'État. En engageant votre institution dans la voie du questionnement et de la recherche, vous contribuez non seulement à l'amélioration de ses performances, mais aussi au rapprochement de la justice administrative du justiciable. Je souhaite que cet engagement se poursuive avec la production et la publication d'autres ouvrages plus analytiques que descriptifs sur toutes les questions complexes que connaît la justice administrative, notamment celle récurrente de l'exécution des décisions de juridiction administrative par les pouvoirs publics. Après les publications sur la chefferie traditionnelle et celle qui nous rassemble aujourd'hui, j'ose espérer que vos prochaines publications consacreront une large place à la jurisprudence administrative pour renforcer davantage la connaissance des juges et des juristes de façon générale sur le rôle important de la justice administrative en tant que garant de droits et libertés. Le point d'orgue de la cérémonie fut la remise des 2 ouvrages aux officiels présents dans la salle par le premier président du Conseil d'État. Lesquels officiels ont également participé en marge de cette cérémonie à une séance de plantation d'arbres dans la cour de l'institution.
Cérémonie d'installation ce matin du cadre de concertation entre la Commission nationale des droits humains, les forces de défense et de sécurité, la société civile et certaines autorités administratives. Une cérémonie parrainée par le président de la Commission nationale des droits humains, Mati El Haja Moussa. Bachir Robo, Abdrazak Amadou. Cette cérémonie consacre l'installation officielle du cadre de concertation créé le 4 mai 2022 entre la Commission nationale des droits humains CNDDH, les forces de défense et de sécurité, les organisations de la société civile et certaines autorités administratives. Cette instance de concertation a été créée dans le cadre du projet Appui aux forces de sécurité des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre l'impunité et le renforcement de leurs liens avec la population. Il intervient dans un contexte où les pays du Sahel font face à une grave insécurité sans précédent. C'est le lieu pour moi de remercier et d'exprimer notre gratitude à l'Institut danois des droits de l'homme et à l'Union européenne pour leur fructueuse coopération et leur soutien constant à la Commission nationale des droits humains. Ce cadre a pour mission, entre autres, d'identifier et mettre en œuvre des stratégies et des mécanismes efficaces susceptibles de contribuer à l'instauration d'un climat de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations qu'elles sont chargées de protéger. En effet, contrairement aux groupes armés non étatiques qui agissent sans foi ni loi et qui sèment la terreur et la désolation partout où ils passent, les forces républicaines de sécurité ont le devoir sacré d'avoir une posture protectrice des droits et libertés des citoyens. Même en état de guerre, le respect des lois et règlements, particulièrement ceux relatifs aux droits humains, doit les animer pour davantage inspirer confiance aux populations dont la collaboration leur est nécessaire, voire indispensable, en vue de gagner les batailles contre l'ennemi. Le président de la Commission nationale des droits humains compte sur l'abnégation et le sens élevé de responsabilité des différents acteurs pour identifier rapidement tous les obstacles liés à l'instauration d'un climat de confiance entre les FDS et les populations. D'ores déjà, le président Mati El Haja Moussa prévoit quelques pistes de solutions à cet effet. Pour la Commission nationale des droits humains, CNDH, et son partenaire stratégique, l'Institut danois des droits de l'homme, la mise en place de ce cadre de concertation constitue une contribution dans la recherche de la paix durable dans notre pays qui fait face aux affres de l'insécurité et de l'extrémisme violent. La Commission nationale des droits humains continuera de jouer sa partition conformément à la loi organique qui lui confère un large mandat de promotion, de protection des droits humains, ainsi que la mise en œuvre du mécanisme national de prévention et de lutte contre la torture. Préparatif du sommet de l'Union africaine, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et le directeur général de l'Agence nationale de l'économie des conférences ANEC étaient en visite ce matin à l'hôtel Gawey et à l'hôtel Solux, deux structures d'accueil des hôtes, en vue de faire le point sur leur capacité d'accueil. Ismaël Doda, Habibou Abdraman. S'enquérir des capacités d'hébergement de l'hôtel Gawey et de l'hôtel Solux, tel est l'objet de cette visite entreprise par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et le directeur général de l'Agence nationale de l'économie de conférence Mohamed Sedil Mokhtar. Première infrastructure d'accueil à être visitée, l'hôtel Gawey. Avec sa belle vue sur le fleuve Niger, l'hôtel a fait peau neuve pour accueillir les participants au sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et de la session extraordinaire sur la ZLECAf que Niamey abritera du 20 au 25 novembre 2022. La délégation ministérielle a ainsi visité les différentes installations de l'hôtel, notamment les suites royales, présidentielles et standards, le restaurant, le bar et la terrasse. Enfin, la délégation s'est transportée à l'hôtel Solix pour le même exercice. Au terme de ces visites, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat s'est dit satisfait. On a eu une très bonne impression. Au niveau de l'hôtel Gawey, ils sont vraiment en plein dans des rénovations. Et ils sont en train de donner un coup de fraîcheur au bâtiment et aux différentes chambres. Donc vraiment, ils sont prêts à accueillir les différentes délégations. Ils disposent d'à peu près 200 chambres qui sont vraiment prêtes à recevoir. Et aussi,
On est venu après ici à l'hôtel Solux. Aussi, nous avons vu, ils sont aussi en plein dans des travaux d'entretien, de maintenance. Ici aussi, ils disposent de plusieurs suites. En tout cas, ils mettent à la disposition des délégations 55 chambres, vraiment d'un haut niveau. Donc, en tout cas, je dirais que vraiment, on est très satisfait de notre visite et que vraiment, le sommet va bien se passer. Au niveau en tout cas des infrastructures hôtelières, nous sommes prêts vraiment pour accueillir les différentes délégations qui vont venir. Au ministre Mohamed Hamid de conclure pour dire que le Niger est fin prêt pour héberger les quelques 3000 participants qui seront présents au double sommet de l'Union africaine que Niamey va abriter du 20 au 25 novembre 2022. Ouverture hier à Maradi de la 3e édition de la Semaine du Paysan. Il s'agit de mettre en valeur les activités du monde paysan. C'est le ministre de l'Élevage qui a présidé la cérémonie d'ouverture à Giratawa. Sandana Taï, Nassir Nakakali. Organisé par la plateforme paysanne du Niger, cet événement se veut un espace de dialogue entre les producteurs ruraux venus de toutes les régions du Niger, partenaires techniques et financiers, chercheurs et décideurs politiques. L'édition de cette année a pour thème contribution des organisations des producteurs et des acteurs du secteur dans la transformation du monde rural. La semaine du paysan, pour qu'on puisse vous dire qu'est-ce que nous avons comme contrainte et que vous puissiez nous dire les orientations que vous voudriez qu'on puisse suivre pour réussir le développement du Niger. Après les allocutions de bienvenue du maire de Giratawa, du préfet de Madaroufa, du président du conseil régional et les mots d'encouragement des représentants des partenaires techniques et financiers, ainsi que celui du CESOC, le mot du gouverneur de la région haute, Chebou Aboubakar, a présenté la carte postale de Maradi, ses atouts, ses défis et l'importance que revêt cet événement pour le monde rural. La semaine du paysan constitue un environnement favorable et propice à l'accroissement de la diversification des échanges commerciaux tant sur le territoire nigérien qu'avec les pays voisins et la sous-région. En lançant ces manifestations, le ministre de l'Élevage, Tijane Idrissa Abdelkadri, a loué cette initiative de la plateforme qui cadre parfaitement avec les aspects majeurs du programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, qui accorde une place de choix au monde rural. Conscient des grands enjeux qui sous-tendent le sous-secteur rural et de son importance pour l'épanouissement socio-économique des communautés rurales, le gouvernement demeure convaincu qu'il faut donner au secteur agro-silvo-pastoral et halieutique le poids qu'il mérite pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des exploitations familiales dans un environnement en perpétuelle transformation, dans un contexte de changement climatique. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum et le Premier ministre, chef du gouvernement, attendent beaucoup de vos assises. Notons que ces manifestations se sont poursuivies ce matin avec la visite des stands des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques exposés par les 8 régions du Niger. Le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a présidé ce matin une rencontre de travail avec les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations de développement. Cette rencontre se tient en prélude aux assises nationales sur la capitalisation des activités des ONG et associations prévues en fin novembre. Kajijetou Kimbokolo, Askou Jibrilla. C'est dans le cadre de la préparation des assises nationales sur la capitalisation des travaux, des activités des organisations non gouvernementales et associations de développement qui auront lieu en fin de ce mois que le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a organisé cette réunion avec les partenaires techniques et financiers. Le secteur des ONG se positionne au Niger comme un des piliers sur lequel l'État s'appuie pour promouvoir le développement à la base et répondre aux urgences. Donc, suite aux larges et profondes concertations en vue de mener des réflexions communes avec l'ensemble des acteurs concernés par les interventions des ONG sur les principales thématiques majeures en rapport avec l'intervention des ONG, un rapport de synthèse a été produit par une équipe de consultants indépendants. C'est avec la franchise habituelle des autorités du Niger
que l'on entreprend cet exercice dans le seul but de venir en réponse aux besoins des populations du Niger. À l'ordre du jour donc de la présente réunion, l'étude de plusieurs thématiques liées aux problèmes que rencontrent les organisations non gouvernementales et autres associations de développement dans la mise en œuvre de leurs activités. Sur la base des constats qui ont été faits relativement à des problèmes de faiblesse des organisations non gouvernementales et des associations de développement, le ministère a initié tout un processus, à la fois au niveau des terrains, en mettant en contribution l'ensemble des services décentralisés, les autorités administratives et coutumières pour réaliser un diagnostic de la situation, faire une analyse approfondie à l'issue desquelles les 8 régions du Niger ont eu à faire des ateliers au cours desquels ils ont identifié 5 thématiques qui devraient être prises en charge au cours des assises qui seront organisées. L'objectif général de cet exercice est donc de prendre en charge l'ensemble des préoccupations des organisations non gouvernementales et associations de développement et de leur assurer surtout une meilleure performance pour une contribution inclusive dans le cadre du développement économique et social du Niger. La réunion du plan d'action annuel du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement se tient depuis ce matin à Maradi. Rencontre présidée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en présence du ministre de la Gestion des catastrophes et du gouverneur de la région. Mariam Keta, Nassiruna Kakali. La présente rencontre des cadres du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement revêt un double caractère. Il s'agit des travaux du plan d'action annuel du ministère pour l'année couplé à l'atelier de renforcement de capacité des correspondants informatiques sur les outils de collecte de données AEP. Cette rencontre d'aujourd'hui, au-delà des cadres du ministère, elle inclut celle des projets et programmes, certains partenaires des organisations non gouvernementales pour que nous puissions faire une situation de toutes les activités à réaliser en 2023 dans le cadre du MCF, mais au-delà du MCF, dans le cadre d'un plan global du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'alimentation en eau potable des populations et de leurs cheptels ainsi que l'accès aux infrastructures d'assainissement de base constituent une préoccupation pour les autorités du pays. La région de Maradi en est une illustration parfaite, a déclaré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il faut noter aujourd'hui la région de Maradi bénéficie de plus de 1,7 milliard de travaux d'urgence qui sont en cours. La ville de Maradi dispose de 21 forages. À la date d'aujourd'hui, dans le cadre de ce programme d'urgence du président de la République, l'ensemble des 21 forages de la ville de Maradi sont équipés en groupe électrogène. Donc, la difficulté que nous avions connue l'année dernière, elle doit pouvoir s'amoindrir. Au vu d'importants progrès enregistrés et des réalisations prévues pour la période 2021-2025, le ministre de la Gestion des catastrophes, Laurent Magaji, le gouverneur de la région, Cheibou Aboubakar, et le président du conseil régional, Laoli Moussa, se sont succédés pour apprécier les avancées significatives. Au vu des effets du changement climatique et leurs conséquences sur l'approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Adamou Mahaman, a exhorté les participants à un examen critique des activités inscrites au nombre de celles à réaliser en 2023 dans le cadre du mécanisme commun de financement. Il a conclu en remerciant tous les partenaires au développement pour leur accompagnement au secteur. Demain, 19 novembre, le monde entier célébrera la journée mondiale des toilettes. À cette occasion, la Fondation Nour de la Première Dame Hadiza Bazoum et le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement ont co-animé ce matin une conférence de presse. Objectif, rappeler l'importance des latrines dans la santé. Mariam Dakou, Laoliaïa. Eau souterraine et assainissement, rendre visible l'invisible, c'est sous ce thème que le monde célèbre cette année la journée mondiale des toilettes. Ainsi, en plantant le décor de cette conférence de presse animée en prélude à l'événement, le président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement Régia s'est exercé d'abord à faire l'historique de la journée avant de rappeler les engagements du président de la République en la matière.
Cette année, la journée se tient dans un contexte particulier. Particulier parce que nous avons une crise d'assainissement mondiale où environ 4 milliards de personnes n'ont toujours pas accès aux toilettes adéquates. Au Niger, c'est 16 millions de personnes qui continuent à déféquer à l'air libre. Cette situation a amené le chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, à prendre des engagements fermes pour en finir avec la défécation à l'air libre. C'est ainsi que le président de la République a prévu la réalisation de 50 000 édicules publics dans le marché, les écoles, le cas de santé, le marché et les lieux publics. Mieux, le chef de l'État a prévu la réalisation de 40 000 équivalents points d'eau pour la politique villageoise et pastorale. Il a prévu 460 000 branchements particuliers et il a également prévu 10 000 bonnes fontaines. Tout ça, c'est pour accompagner, en tout cas, la question de l'eau, d'hygiène et d'assainissement. Parce qu'aujourd'hui, toutes les maladies handicapantes et souvent mortelles sont liées au manque d'hygiène et d'assainissement. C'est dans ce sens, la Fondation Nour, en collaboration avec le réseau de journalistes pour l'hygiène et l'assainissement, s'engage ou accepte de mener le plaidoyer pour la mobilisation de tous les acteurs afin d'accompagner la vision noble du président de la République dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. La conseillère du président de la République en matière de santé et population, membre également de la Fondation Nour, elle s'est apaisantie sur l'importance des latrines tout en faisant le lien entre le manque de ces ouvrages, la pollution des eaux et la santé des populations. Imaginez tout ce que nous consommons comme eau. Ça provient des eaux souterraines. Les puits, les robinets, ça provient de la nappe phréatique. Alors, si nous déféquons à l'air libre, si nous déféquons dans des latrines qui sont mal faites, si nous déféquons le long des fleuves, le long des cours d'eau, nous produisons des déchets. Les défécations sont des déchets humains. Ces déchets humains vont polluer la nappe phréatique, vont polluer les eaux souterraines. Et ce sont ces eaux souterraines que nous utilisons pour notre consommation et pour les usages domestiques. Alors, en santé publique, il y a un enjeu. Il y a un enjeu parce que plus les gens consomment des eaux polluées, plus la mortalité et la morbidité liées à la consommation de ces eaux polluées par nos déchets, en tout cas, va impacter la santé des populations, va impacter le rendement des élèves, des travailleurs. Et tout ce que nous avons comme maladie hydrique, en santé publique, c'est le péril fécal qu'on l'appelle. Vous avez les diarrhées. Les diarrhées constituent principalement le principal facteur de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Vous avez le choléra. Le choléra est oublié ailleurs. Le choléra est lié au péril fécal. Les gens défèquent, ça va dans la nappe phréatique, les eaux souterraines, ça peut être des robinets, comme ça peut être des puits. Nous prenons, nous consommons et on se retrouve avec ces maladies-là. Tout ce qu'il y a comme parasitose, comme vers intestinaux, la typhoïde, nous les appelons les salmonelloses, le choléra, même certaines hépatites, la poliomyélite. La liste est longue. Donc l'impact de la consommation des eaux souillées sur la santé des populations est très très important. L'occasion de cette conférence de presse a été mise à profit par Dr Zainab Al-Hussein Maïga pour inviter à plus d'engagement et d'action pour enfin doter nos concitoyens de latrines, ces ouvrages nécessaires à leur épanouissement. Elle a également invité les médias à une sensibilisation accrue sur le sujet afin de susciter plus de réactions et ainsi permettre de doter les familles qui n'en disposent pas, les écoles, les centres de santé, les marchés et autres lieux de regroupement de ces infrastructures. Une vingtaine de nouveaux architectes ont prêté serment ce matin devant la Cour de cassation et cela après plusieurs années de formation et de stage. Cette cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence des parents et connaissances des récipiendaires. Le compte rendu avec Abdelkader Yaye et Imran Boubacar Maïga. Ils sont une vingtaine de nouveaux architectes à prêter serment devant la Cour de cassation afin de répondre à une exigence du Code de devoir des architectes. À l'entame de la cérémonie, le procureur général de la Cour a pris la parole pour prodiguer des conseils d'usage à ses récipiendaires. Ensuite, le président de la Cour de cassation a lu le serment et a demandé à chaque récipiendaire, à l'appel nominatif, de lever la main droite et de jurer. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Daou Zangina,
Adamou Amadou, Moumoun Kamay Abdelkarim, Salif Gouzaï Rabiou. Pour le président de l'Ordre des architectes du Niger, la venue de ces nouveaux architectes de la corporation va contribuer au développement et à la modernisation de ce secteur. C'est un sentiment de fierté, fierté de voir ce corps se renforcer de nouvelles compétences dans la construction du pays, qui en a grandement besoin. Le Niger est dans une phase dynamique de construction et il a besoin pour cela de personnes compétentes, outillées, pour permettre justement à ce que ce développement se fasse de façon relativement bien repartie. Pour les récipiendaires, c'est évidemment une satisfaction de prêter serment après plusieurs années d'études et de stages. Un sentiment de joie qui nous anime en ce jour si mémorable pour nous de prêter serment, parce qu'en tant qu'architecte, on a toujours à l'esprit que tant qu'on n'a pas prêté serment, il nous reste encore à compléter notre formation, donc à être vraiment titulaire de ce diplôme qu'on a acquis sur les bancs. Donc cette prestation vient sanctionner vraiment de manière définitive le diplôme qu'on a acquis. Donc à partir de ce jour, on se sent valablement architecte, un architecte accompli, un architecte assermenté par l'État du Niger. Tout ce qu'on va apporter, c'est de s'orienter vers de l'architecture économique en énergie. Vu le soleil dont dispose le Niger naturellement, nous allons essayer dans nos projets d'investir énormément sur le solaire, sur les énergies renouvelables. On va investir beaucoup là-dessus, sur la conception de nos projets. Cette cérémonie de prestation de serment des nouveaux architectes s'est déroulée en présence des parents, amis et connaissances des récipiendaires. Passation de commandement ce matin à la zone de défense numéro 6 de Maradi entre le commandant entrant et sortant. C'était en présence du chef d'état-major de l'armée et plusieurs responsables civils et militaires. Unga Gibirma Nasiruna Kakali. L'instant était solennel ce matin à la caserne militaire de la zone de défense numéro 6 de Maradi pour la passation de commandement entre le colonel-major Ibrahim Oumarou Garba, commandant sortant, et colonel Abdrahman Abou Zataka, commandant entrant de la zone de défense numéro 6 sous la supervision du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abou Taye Mahamadou, en présence du gouverneur de la région de Maradi, Chebou Aboubakar, président du conseil régional, du président du conseil des villes de Maradi ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité. Après les honneurs militaires conformément à la tradition, le chef d'état-major de l'armée de terre a passé le fanion du commandement au commandant entrant et s'est adressé aux hommes en ces termes. Officiers, sous-officiers, militaires de la zone de défense numéro 6, de par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre commandant de zone le colonel Abou Zataka Abdrahman ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois. Bravo! Le colonel Abdrahman Abou Zataka est diplômé de l'école des guerres royales militaires de Bruxelles. Il a occupé plusieurs fonctions dans le commandement militaire, notamment, entre autres, commandant du 22e bataillon interarmes d'Agadez, commandant du 24e BIA de Dirkou, commandant du contingent nigérien de la MINUSMA au Mali en 2017 ou encore commandant de la zone de défense numéro 5 à Difa. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et la fraude de carburant, les éléments des forces de défense et de sécurité ont intercepté dans le département de Kanché 3 individus à bord de 3 véhicules contenant 283 bidons de carburant fraudés. Kassoum Tari pour plus de détails. C'est dans la nuit du 14 au 15 novembre 2022 que la patrouille de la ville de Matamai, dans le département de Kanché, composée des éléments de la police nationale et de la garde nationale du Niger, a intercepté 3 véhicules pour contrôle de routine. Il s'est avéré que ces 3 véhicules sont en défaut total des pièces afférentes à la circulation routière
et aucun des chauffeurs n'est titulaire d'un permis de conduire. Suite à cela, les 3 véhicules ont été conduits au commissariat de police de Matamai. Ainsi, c'est la fouille minutieuse opérée sur le véhicule qui a permis de découvrir et de saisir 283 bidons d'essence de 25 litres, soit un total de 7075 litres de carburant d'une valeur avoisinant 3 millions de francs CFA. Pour le départemental de la police de Kanché, cette fraude de carburant constitue d'une part un frein pour l'économie de notre région, voire du pays, mais aussi et surtout un problème majeur de sécurité des personnes et de leurs biens. Imaginez un véhicule comme ça qui peut transporter jusqu'à 93, 94. Si ce véhicule-là arrive à prendre feu ou quelque chose arrive, ça peut créer un incendie. Pour sa part, le préfet du département de Kanché, après avoir déploré cette situation, Moussa Dantenine a souligné que la fraude alimente également les réseaux criminels et peut être utilisée pour le blanchiment des capitaux. Vous ne faites qu'honneur au département de Kanché et également vous êtes en train de servir l'État. L'action que vous avez effectuée aujourd'hui certifie effectivement que vous êtes là en train de lutter contre la fraude qui constitue un fléau pour l'économie nationale et aussi un fléau pour la communauté. À travers la fraude des hydrocarbures, autre fraude pourrait très bien se développer. Et également, si nous devrions nous poser des questions, c'est se demander quelle est la destination du carburant ainsi saisi. Au terme de son intervention, Moussa Dantenine a lancé un appel aux populations pour plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de combattre tous les maux et fléaux qui minent notre société.